La création d'entreprise devient un débouché professionnel pour des étudiants sortant d'études supérieures. Comment produire un projet à partir d'une idée? Comment transformer ce projet en une entreprise scalable? Tels sont les sujets que nous allons voir dans cette vidéo, au cours de laquelle nous parlerons du schéma Lean Startup et le Lean Canva qui permet d'appréhender ce projet et lui permettre de devenir une gazelle ou une licorne, dans les termes qui sont maintenant bien connus, des entreprises à fort potentiel de croissance qui se développent dans un océan bleu. Bonne visualisation. Donc j'attaque maintenant la partie création d'entreprise innovante. Alors avec le funnel de l'innovation, c'est-à-dire on part de l'idée et on va entrer dans cette sorte de mâchoire, dans ce funnel qui doit nous amener sur le projet, sur la réalisation concrète. Donc évidemment, il y a une notion de réduction des possibles inévitable. Il va falloir réduire son projet, ses ambitions au début, pour rentrer dans la faisabilité technique et dans la faisabilité commerciale. Alors s'agissant des dispositifs à Montpellier, vous avez les aides à la faisabilité technique et les aides à la faisabilité commerciale. Donc pour entrer dans ce tunnel, on va vous donner un premier chèque de 50 000 € pour la faisabilité technique, c'est-à-dire pour créer la preuve de concept, par exemple d'un logiciel, une version bêta-test. Puis, on veut savoir si ce produit intéresse le marché. Donc il va falloir tester le marché. Et là, donc, il y a une aide à la faisabilité commerciale. On vous donne 50 000 € de plus. Donc assez rapidement, vous pouvez bénéficier de 100 000 € sur ce genre de dispositif d'accompagnement. Je le disais tout à l'heure, le projet, c'est le chemin qui va transformer une idée en une réalisation concrète. Tim Brown, qui est le papa du design thinking, nous dit « Le projet est le vecteur par lequel l'idée passe du concept à la réalité. » Vecteur de force, en quelque sorte. Le projet est donc une démarche itérative, un processus exploratoire. Donc ces notions d'itération rejoignent la méthode dite agile. L'agilité, c'est-à-dire de tentatives en retour d'expérience, voire de tentatives en échec, on fait un chemin avec des boucles de récursivité comme ça. On n'a pas un chemin linéaire dans le schéma du design thinking. Donc ça, c'est le schéma à la mode qui va d'ailleurs nous mener tout droit sur la vision Lean Startup et Lean Canva. C'est ce design thinking. Donc le design thinking, il naît du Bauhaus en Allemagne dans les années 30. C'est un mouvement architectural qui a donné naissance au design thinking. Et qui a donné naissance au design tout court, tel que vous pouvez l'imaginer avec quelqu'un comme Stark, par exemple, qui est quelqu'un qui vient du Bauhaus et du design thinking. Par exemple, vous voulez faire une souris ergonomique, vous prenez de la pâte à modeler, vous mettez la main dessus, hop, et vous avez la forme idéale de la souris. C'est ça le design thinking. Donc c'est une expérience entrepreneuriale par l'abord de l'usager le plus rapidement possible. On aborde la faisabilité technique avec l'usager en bêta-test le plus vite possible. Finalement, c'est l'usager ou le client potentiel qui va devenir partie de l'équipe de recherche et développement. Ce qui rejoint la stratégie Lean Startup. Vous avez une organisation étendue à vos... on appelle ça early adopters, c'est-à-dire les bêta-testeurs en quelque sorte. Ceux qui sont les premiers à s'intéresser à votre produit ou à votre solution et qui sont eux-mêmes assez innovants et qui vont vous faire des propositions, qui vont vous dire ça marche, ça marche pas. Pour valider l'idée, il faut détecter l'innovation. C'est quoi l'innovation? C'est ce point de rencontre entre la désirabilité sur le marché ou qui est attendue, par la viabilité, une notion de business, et la faisabilité qui est une notion technique. C'est ça l'innovation. L'innovation, ce n'est pas simplement il y a beaucoup de technologies. Non, l'innovation, c'est cette technologie est attendue, est utile sur le marché. Et donc, du coup, quand on se met dans cette posture du design thinking, on se met à la place du client. Avec ce petit bonhomme, le diagramme d'empathie, la carte d'empathie, que pense-t-il? Que ressent-il? Pour cela, il faut le sonder. Donc c'est pour la première étape d'aller sonder le marché. Ensuite, qu'est-ce qu'il voit?
qu'est-ce qu'il voit dans son environnement, qu'est-ce qui fait partie de son entourage, quels sont ses amis. C'est-à-dire, quelle est sa sociologie? Quelle est la sociologie de mon client possible? Qu'est-ce qu'il veut? Comment il se comporte? Qu'est-ce qu'il dit et fait? C'est important parce que je vais pouvoir réutiliser son champ lexical et son champ sémantique pour ma propre communication sur le produit. Si j'utilise ces mots, souvenez-vous des connecteurs, si j'utilise les bons connecteurs de mon client, ça va lui parler tout de suite ce que je lui dis. Si j'utilise mes mots, ça me parle à moi mais pas à lui. Donc il faut que je détecte les connecteurs et du coup qui me permettront de préparer la démarche commerciale ou de faisabilité. Qu'est-ce qu'il entend? Comment il est influencé par son environnement? Que disent ses amis? Quelle influence agit-il comment son influence agit sur les autres? C'est important parce que vous pouvez avoir des évangélisateurs, des sortes d'émissaires de votre produit au sein de la communauté des early adopters, des bêta-testeurs. Quels sont ces problèmes? Là, c'est important. C'est là qu'est l'innovation. Si le client potentiel a un problème, nous, on doit lui apporter la solution. Et c'est là qu'est l'innovation. C'est dans la rencontre entre une problématique, des besoins et la solution que nous, on va apporter. Et qui doit être au plus près de son besoin, de ses problèmes, et au plus près de ce qu'il en pense, de ce qu'il en dit, et de la façon dont il a envie de le résoudre. Voilà. Donc, vous voyez que avant même de créer quoi que ce soit, il faut s'intéresser à ce que pense le client. Alors évidemment, c'est intéressant de pouvoir le confronter à une représentation de l'innovation pour savoir ce qu'il en dit, etc. Alors moi, j'appelle ça la place Vendôme. On veut juste savoir si on est bien sur les bonnes représentations et sur la façon dont le client imagine qu'on va résoudre ses problèmes. On fait du bêta-test. Et une fois qu'on a écouté ce qu'il nous disait par rapport à ça, là, on va attaquer l'ingénierie et on va faire le logiciel en fonction de ce qu'il nous a dit. Un exemple spectaculaire de ça, c'est Candy Crunch. Donc vous prenez le jeu le plus con de l'histoire, qui est encore plus simple qu'un Tetris, et vous en faites une réussite à plusieurs milliards de dollars. Comment? En faisant du bêta-test. C'est-à-dire vous sortez une première version, vous dites bah, c'est gratuit, amusez-vous avec ça. Et vous enregistrez les données. Et ce qu'en disent les clients. Enfin les clients, les usagers. Et puis vous leur demandez ce qu'ils veulent de plus, de mieux, de couleurs. Et puis vous créez les différentes versions, et puis vous en créez 10, 20, 30. Et puis ça devient payant, et ça fait des milliards de dollars. Ça, c'est la stratégie Lean. L'utilisateur devient lui-même partie de l'organisation et partie du développement du produit. Parce que vous êtes à son écoute et vous lui donnez ce qu'il attend. Et vous analysez les couleurs qui marchent le mieux, les formes qui marchent le mieux. Celles qui ne marchent pas, vous les enlevez. Celles qui marchent bien, vous les amplifiez. Les petits nounours en gélatine, bah, ils deviennent immenses, parce qu'on aime tous les nounours en gélatine. Et voilà, et ça devient le jeu le plus régressif de l'histoire, mais qui fait des milliards de dollars. Donc c'est un exemple de la stratégie Lean Startup. La question de la scalabilité, que j'ai déjà abordée, c'est la capacité d'un produit à s'adapter au changement de grandeur. Vous connaissez ça, la scalabilité, puisqu'on fait le scale-up, hein, le lot pilote au lot pharmaceutique industriel. C'est la même chose. Est-ce que le modèle est capable de supporter l'augmentation de taille, la montée en charge, et quid de la rentabilité et des coûts par rapport à ça? Les coûts vont-ils augmenter ou diminuer? Y a-t-il un plafond technique ou pas? Donc l'exemple d'Uber. Moins d'attente pour le temps d'attente pour le voyageur, d'attente avec 2T. Donc plus de demandes. Plus de demandes dit plus de chauffeurs. Plus de chauffeurs dit une meilleure couverture géographique, dit donc moins de temps d'attente pour le voyageur. Et on a un cercle vertueux. Meilleure couverture géographique, moins de temps kilométrique à vide pour le chauffeur. Donc, le prix de la course diminue. Donc, j'ai plus de demandes. Ça ne s'arrête jamais. Et de fait, au travers de l'intelligence artificielle, Uber est capable de savoir que vous allez avoir besoin d'un Uber en arrivant à Paris, alors que vous ne le savez pas encore. Parce qu'il peut y avoir une grève de transport en commun. Et donc Uber, sachant cela, va concentrer les véhicules à l'endroit, possiblement, où le maximum de clients en aura besoin, avant même que vous arriviez. Vous ne savez pas que vous allez prendre un Uber, Uber le sait. Et là, on a un modèle scalable. Qu'est-ce qu'un modèle non scalable? Alors l'exemple du TGV. Qu'est-ce qu'un modèle non scalable? Plus de demandes, l'exemple du TGV.
Nombre de places limitées. Plus de demandes. Donc le coût marginal d'une place supplémentaire est trop élevé. Donc le coût marginal d'une place supplémentaire est trop élevé. Parce qu'il faut rajouter un train. Mais ce train, est-ce qu'il va être plein ou sur pas la voie? Mais ce train, est-ce qu'il va être plein ou pas? mettre un nouveau train sur la voie. Donc ça vaut peut-être pas le coup de mettre un nouveau train sur la voie. On préfère ne pas mettre le train. Donc on a bien une limitation des places. Du coup, on préfère ne pas mettre le train. Le système est capable de prévoir efficacement. Du coup, le système est capable de prévoir efficacement. Là, on est sur du lead management. Donc on a une hausse des tarifs. Là, on est sur du lead management. Donc on a une hausse des tarifs. Et oui, les dernières places disponibles sont plus chères. Vous avez management du prix à la place. Vous avez management du prix à la place. Vous savez, ils sont même capables de faire rouler des trains aujourd'hui avec des places à perte. Ils sont même capables de faire rouler des trains aujourd'hui avec des places à perte. Il vaut mieux remplir un train que le faire voyager à vide. Il vaut mieux remplir un train. Ça joue sur les tarifs voyager à vide. Parce que ça joue sur les tarifs des autres. Hausse des tarifs, moins de demandes. Hausse des tarifs, moins de demandes. Meilleure répartition de la demande, mais ailleurs. Les tarifs sont plus élevés en période de pointe, mais ailleurs. Et du coup, les tarifs sont plus élevés en période de pointe. Et du coup, vous avez énormément de jeunes gens qui n'ont jamais pris le train et qui prennent énormément de jeunes gens qui est un modèle scalable et qui prennent que Blablacar. Plus de demandes, qui est un modèle scalable. Plus de chauffeurs, meilleure couverture, plus de chauffeurs, des gares Blablacar mieux aménagées, meilleure couverture, etc. Des gares Blablacar mieux aménagées, voilà comment, etc. Des modèles y compris collaboratifs, voilà basés sur des modèles y compris collaboratifs basés sur sont en train de supplanter des l'économie modèles historiques du partage parce qu'ils ne sont pas scalables. Et la scalabilité des modèles Uber ou Blablacar sont liées. Et la scalabilité des modèles Uber ou Blablacar sont liées aux technologies. L'information étant un bien non rival, et au fait de rajouter l'information étant un bien non rival, le fait de rajouter des comptes de clients, des comptes de chauffeurs ne coûte pas plus cher. Au contraire, on massifie les coûts, ça coûte moins cher. Au contraire, chaque nouveau chauffeur, chaque nouveau usager coûte moins cher que le chaque nouveau chauffeur, chaque nouveau usager coûte moins cher que le TGV. Ce qui n'est pas le cas pour. Vous avez une limite, c'est le TGV qui physiquement. Vous avez une limite de rames pas plus. Qui physiquement. Une fois que c'est plein, vous mettez 2 rames pas plus. de mettre un nouveau train sur la voie. Mais là, vous n'êtes pas sûr de mettre un nouveau train sur la voie. Mais là, vous n'êtes pas sûr de le remplir. Donc vous le mettez. Bref. Donc ici, vous avez une régulation par le tarif dans le cas SNCF. Donc ici, vous avez une régulation par le tarif. Là, vous avez une régulation TGV qui est par la technologie de l'information, c'est-à-dire en fait pas de régulation. La technologie de l'information, c'est-à-dire en fait pas de régulation, c'est complètement dans le business model et le modèle économique. Dans le business model et le modèle économique, deux dimensions à intégrer, donc le caractère plus ou moins duplicable de votre innovation et sa scalabilité. Le caractère plus ou moins duplicable de votre innovation et sa scalabilité. Il y a des modèles qui vous disent est-ce que c'est reproductible ou pas facilement ou pas. Il y a des modèles qui vous disent est-ce que c'est brevetable ou pas facilement ou pas. C'est difficile de breveter. Est-ce que c'est brevetable ou pas? Pour breveter un logiciel, il faut qu'il y ait une application industrielle. C'est assez compliqué. Pour breveter un logiciel, il faut déposer une application industrielle, mais c'est du droit d'auteur. C'est assez compliqué. Donc on peut déposer les sources du logiciel, mais c'est du droit d'auteur et mieux. Et quelqu'un d'autre est capable de réécrire autre chose autrement et mieux. Oui, vous êtes mal. Est-ce que c'est facilement reproductible? Il faut que votre système ne soit pas facile à reproduire. Il faut que votre système ne soit pas facile à reproduire. Et il faut de la scalabilité. Et là, on est dans un modèle innovant. Et il faut de la scalabilité. Et là, on est dans un modèle innovant. Si c'est facilement reproductible, monétisable. L'investisseur va vous dire, facilement votre concurrent, il va faire ça en 3 mois. L'investisseur va vous dire, monsieur, votre concurrent, il va faire ça en 3 mois, on va se faire doubler. Et en plus, il est plus riche que vous, donc ce sont des dimensions très importantes pour le fonctionnement. Ce sont des dimensions très importantes pour le fonctionnement. On arrive maintenant à la nouvelle forme de représentation. On arrive maintenant à la nouvelle forme de représentation c'est business model dans le cas d'une entreprise innovante. C'est alors cette stratégie Lean Startup. Alors cette provient de Eric Rice, Startup qui a sorti ce bouquin. Provient de Eric Rice. L'idée, c'est comment on peut démarrer une start-up avec $0. L'idée, c'est comment on peut démarrer une start-up avec $0 du financement lié à la crise financière. Dans un contexte de pénurie du financement lié à la crise financière. Tester l'idée le plus rapidement possible sur le marché, le plus rapidement avec possible, des bêta-testeurs en utilisant la stratégie agile. Avec des bêta-testeurs, en utilisant la recherche sur la stratégie agile, qui est une stratégie qui vient de faire la recherche sur la stratégie agile, mais qui en réalité vient de l'informatique, vient du design thinking. Mais qui en réalité plus profondément vient du design thinking appliqué à l'informatique et aujourd'hui qui est appliqué à toutes les stratégies à l'informatique et aujourd'hui qui est appliqué à toutes les stratégies. Donc validation par le client. Par le client. Oui, agile, comme l'agilité, c'est agile, comme l'agilité, c'est qui vient de l'informatique et qui se généralise aujourd'hui au travers de cette stratégie et qui se généralise aujourd'hui au travers de cette stratégie. On part de l'idée, on construit un prototype. Donc on part de l'idée, on accepte que ce produit imparfait, on accepte que ce marché de early adopters arrive sur de bêta-testeurs, un marché de early adopters en fait, ce qui va nous permettre de faire des mesures de satisfaction, de fonctionnalité, ce qui va nous permettre de faire des mesures, éventuellement détecter les bugs, de fonctionnalité, et donc avoir de la donnée qui permettra d'apprendre et d'augmenter l'idée. Donc avoir de la donnée qui permettra d'apprendre et d'augmenter l'idée. Dans la stratégie agile, mais dans des itérations très courtes. Dans la stratégie agile, l'unité le lundi on fait un briefing, le vendredi on fait un débriefing. Donc le lundi on fait un briefing, le vendredi on entame un nouveau projet.
Et toutes les semaines, finalement, on entame un nouveau projet. On projectise le management. D'amélioration. Donc, s'il y a encore 20 ans, on parlait du management de projet. Donc, s'il y a encore 20 ans, on parle du management de projet. Aujourd'hui, on parle du management par projet. Chaque nouvelle là, on est dans le management par projet. Demandé par chaque nouvelle modification devient un projet à la semaine. Chaque nouvelle modification donc on dynamise devient un projet à la semaine avec ce genre de choses. Donc on dynamise l'équipe toutes les semaines avec ce genre de choses. Donc on est très challenging par rapport à ça. Évidemment, à chaque itération, nous attendons la validation du client. À chaque itération, nous attendons la validation du client. Voilà, c'est la validation précoce, la validation précoce des concepts, validated learning, la validation précoce des concepts par un design itératif. Et donc, elle tend à réduire les cycles de commercialisation. Donc, souvenez-vous, donc elle tend à réduire les cycles de commercialisation. Donc, ok, on est dans les économies de la grandeur, mais on veut un payback très rapidement. Ok, on est dans les économies de la grandeur, mais on veut un payback très rapidement. Si on fait la démonstration que des gens sont intéressés par le produit gratuitement, en freemium, on sait qu'à un moment donné, ils vont être capables de payer utilisable dans une entreprise. Surtout si c'est on peut commencer en B2C et aller vers du B2B. Et là, on peut commencer en B2C. Business to client peut devenir vers du B2B. Business to business. Business to client peut devenir. Alors, je prends l'exemple de Slack aujourd'hui. Slack est un réseau social. Alors, je prends l'exemple de Slack aujourd'hui. Slack est un réseau social. On commence à faire de la publicité d'ailleurs sur la télé. On commence à faire de la publicité d'ailleurs qui se développe énormément. La télé. Sont des alternatives au mail. Sur l'entreprise qui permet de sécuriser aussi les informations. Sont des alternatives au mail qui permet de. Donc, ici, vous avez. Bon, je vous donnerai les slides. Donc, coder plus rapidement. Mesurer plus rapidement, apprendre plus rapidement, et donc aller plus rapidement sur le marché, devancer ses concurrents, et avoir le ROI et le payback le plus rapidement possible. Voilà la nouvelle formulation d'un business plan au travers de cette méthode agile. On commence par la proposition unique de valeur, c'est-à-dire par les économies de la grandeur. Vous voyez ? Par exemple, Apple, think different. Ça paraît rien comme ça, mais à l'origine, les utilisateurs d'Apple se reconnaissaient par un petit fil blanc qu'ils avaient dans l'oreille. C'est un effet communautaire. Des gens qui pensent différemment. Ça a commencé comme ça. Par l'auto-marketing des usagers, qui se reconnaissaient dans cette communauté de penser différemment. Donc c'était bien ça la motivation, c'est être dans le penser différent qui me permet d'accepter l'idée, par ailleurs saugrenue de mon point de vue, de payer un ordinateur 10 fois plus cher que mon voisin. Moi, je suis ouvert à tout. Mais là, le marketing fait des miracles. C'est-à-dire que Wozniak a inventé l'ordinateur, mais Steve Jobs, il a inventé le marketing qui va avec. Donc, il est capable de vous faire croire que ça vaut 10 fois ça. C'est pas vrai. Ni en termes de coût, ni en termes de fonctionnalité. Parce que si je vous mets sur les fonctions avancées d'Excel là-dessus, votre voisine va être plus performante. Parce qu'elles sont bridées sur Apple. Vous ne pouvez pas faire de visual basique, enfin c'est merdique. Alors que sur l'autre, ça marche très bien. Désolé, mais là, c'est le miracle du marketing. Et ça, donc, ça part des économies de la grandeur, c'est-à-dire qu'il fait remonter l'ordinateur dans la chaîne de valeur et il le positionne comme un objet de luxe. C'est-à-dire à la recherche des besoins implicites ou recherchés, qui sont des besoins de l'appartenance fondamentalement. Appartenance à une communauté de gens qui pensent différemment. Donc ça part de là. Puis ça se décline. Quel est le pitch ? Quel est le pitch ? C'est-à-dire la phrase clé. Intelligence in Life pour un développement clinique durable. C'est ça le pitch. Et c'est quoi la proposition de valeur unique ? C'est un écosystème qui promeut la sûreté pharmaceutique au travers de l'utilisation des signaux faibles, des systèmes d'information, etc. Bon. L'avantage compétitif, la solution proposée, les canaux de distribution, les indicateurs de performance. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est learn, apprend, au travers des KPI. Les indicateurs de performance mis en place le plus vite possible. Il ne faut pas s'y tromper. C'est ces indicateurs-là que les investisseurs vont regarder. Et surtout si ce ne sont pas des indicateurs financiers. Parce que dans une entreprise innovante, l'indicateur financier n'est pas le bon critère. Il y a des facteurs clés de réussite qui ne sont pas financiers et qui peuvent révéler une surprise stratégique. Donc vous voyez que c'est aussi un tableau de bord qui vous permet de piloter le projet et d'éviter les gaps. Les 3 principaux problèmes que vous souhaitez résoudre pour vos usagers et les alternatives existantes. Et dans les segments clientèle, vous avez vu qu'on a commencé par les utilisateurs pionniers, c'est-à-dire les bêta-testeurs, qui sont nos premiers clients, mais ce ne sont pas des gens qui payent. Quoique, ils payent par le temps qu'ils passent à utiliser la solution et à nous donner des informations. Donc ces gens-là sont très précieux. Ce sont
des gens qu'il faut soigner, qu'il faut bichonner, il faut leur proposer quelque chose. Et le jour où ça devient payant, il ne faut pas leur faire payer plein pot à eux. Parce qu'ils vont nous aider à commercialiser le produit. Ils ont été des ingénieurs, ils vont devenir des commerciaux. Pour nous, gratos, ou pratiquement gratos. Vous voyez comment on augmente l'ampleur de l'organisation sur la chaîne de valeur du produit en impliquant les utilisateurs le plus tôt possible. Facebook n'a pas eu besoin de faire des campagnes de marketing. Ce sont les usagers qui ont été les propres commerciaux de Facebook. Vous voyez ? Et c'est scalable en plus. Alors que les budgets marketing de Facebook sont à l'attention de ceux qui payent, pour le coup. C'est-à-dire ceux qui vont utiliser les datas pour augmenter leur business. Mais ce qui a permis au modèle d'augmenter sa taille, ce n'est pas les clients, c'est-à-dire ce n'est pas les annonceurs. Ce sont les usagers. Et là, vous avez un nouveau modèle économique qui rompt avec les approches traditionnelles. Qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qu'un fournisseur, etc. Je dis à la limite, au bout d'un moment, on s'en fout. Ce n'est pas le sujet. On est dans un écosystème d'affaires et on doit gérer un certain nombre de relations contractuelles ou d'échanges d'utilité avec des usagers, des clients, des fournisseurs, des financiers, une institution, une économie de la réglementation. Et là, vous avez un ancrage fort pour la solution. On ne l'achète pas parce que ça nous fait plaisir, on l'achète parce qu'on est obligé. Et comme on est les seuls à le faire, pour respecter la loi, il faut acheter la solution. Et là, on est dans l'économie de la réglementation. Donc, il y a plusieurs... Vous voyez, on sort des modèles traditionnels avec ce modèle Lean Startup. Et donc, on se résume un petit peu. La délinéarisation, c'est la cause de la scalabilité du modèle des technologies de l'information. Si vous prenez le cas des médias, c'est manifeste qu'aujourd'hui, le journaliste, c'est nous, au travers des réseaux sociaux. Et qu'on a des informations plus rapidement sur les réseaux sociaux que sur BFM ou CNews. Et on ne va pas chercher la même chose, en fait. Sur les réseaux sociaux, on va chercher l'information dès qu'elle émerge, mais pour la valider, on a toujours besoin quand même des masses médias qui vont trier, qui vont nous dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Mais voilà, ça s'est passé dans les médias, une délinéarisation des contenus au travers des réseaux sociaux. Et donc, les journalistes eux-mêmes ont été obligés d'intégrer dans leur écosystème des journalistes du dimanche que nous sommes au travers des réseaux sociaux, dont certains sont devenus de vrais journalistes ou des youtubeurs qui sont devenus de vrais cinéastes, etc. Vous voyez ? Donc c'est ça la délinéarisation. Et c'est totalement disruptif sur le modèle économique et sur la révolution qu'on est en train de vivre. Donc on est vraiment dans une révolution du fait des technologies de l'information, de la même façon que la voiture a supprimé les maréchaux ferrants à Paris et qu'il n'y a plus besoin de ramasser les crottes de cheval dans Paris. Vous voyez ? Donc on est dans ce type de révolution. C'est-à-dire que c'est les règles du jeu qui changent. Et ces nouveaux outils créent de nouvelles affordances, de nouvelles possibilités qui n'étaient pas possibles auparavant. Alors, je reviens sur le cas Amazon et la longue traîne. Les technologies de l'information permettent aussi d'exploiter la longue traîne. C'est quoi ? En fait, cette courbe de chiffre d'affaires par rapport au type de produit, c'est une courbe qui passe par le sommet d'histogrammes. Ce sont des histogrammes au départ. Ici, vous avez les best-sellers. Et puis là, vous avez les produits qui se vendent moins bien en petite quantité. Donc évidemment, ici, quand on a un modèle qui n'est pas scalable, on reste plutôt dans cette tranche de marché. Et on va être obligé de se battre avec ses concurrents sur un marché qui est celui-là. On est dans un océan rouge. L'océan rouge, où les poissons se battent pour vivre, se mangent entre eux, c'est rouge, parce qu'il y a du sang. Et Bezos, quand il présente dans son jardin en tongs l'histoire à 10 personnes, il dit, voilà, vous voyez les gars, nous on va attaquer ce marché-là. C'est-à-dire les produits qui intéressent personne, parce que ça se vend pas cher et en petite quantité. Les gens du mainstream, les industries du mainstream s'intéressent uniquement aux best-sellers et ils se battent pour ça. Nous on leur laisse ça, on va juste s'intéresser à la longue traîne. Je ne vous fais pas des mathématiques de base, mais vous avez compris que l'air sous la courbe de la longue traîne est plus importante que celle-là. Et en plus, c'est scalable. Voilà le modèle Amazon. Et les gars qui ont compris ça, pourquoi ils l'ont compris ? Parce qu'ils ont compris la disruption avant tout le monde. Ils ont compris que les technologies de l'information allaient révolutionner les lois du marché. Ce que personne n'avait vu avant eux. Et voilà le modèle Amazon. Et c'est ça que Bezos était en train d'expliquer dans son jardin en tongs, avec un paperboard pourri. Et il dit, on va tout péter, on va révolutionner le commerce. Économie de la grandeur. Sauf que c'est vrai. C'est vrai parce que techniquement et scientifiquement,
il avait la théorie en tête. Alors la théorie, évidemment il ne faut pas être qu'un théoricien, mais la théorie a un gros avantage, quand elle est bien faite, c'est qu'elle donne des prédicats. La théorie, c'est ce qui vous permet, c'est des lunettes, vous observez une réalité, vous mettez les lunettes de la théorie, et ça vous permet de prédire l'avenir. C'est exactement ce qu'a fait Bezos avec cette courbe. Cette courbe étant validée scientifiquement, il l'a juste appliquée au modèle des IT. Là où il a eu raison, c'est qu'effectivement, les IT ont permis d'aller chercher des produits à coût marginal, parce que au travers des IT, on réduit les coûts de la logistique. Et toute la politique d'Amazon, c'est de réduire le coût de la logistique, jusqu'à supprimer des équipiers humains dans ces usines, parce que c'est ce qui va se passer au bout d'un moment. Les pickers et les packers seront demain des robots. De la même façon que les drivers Uber, demain, seront des voitures autonomes. Et on va encore augmenter les marges. Et il va pouvoir attaquer encore plus de produits, jusqu'à devenir une oligopole et un monopole. Et c'est là, finalement, que le modèle va s'arrêter. Parce que quand on fait concurrence à des États, ou quand on affaiblit les ressources des États, là, on est confronté à d'autres problèmes qui sont des problèmes politiques. Et je termine là-dessus, pour nous laisser 5 minutes d'échange. Les entreprises gazelles, les startups gazelles sont capables de devenir rapidement des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, donc avec une forte croissance, tandis que les licornes, de leur côté, peuvent modifier durablement les règles du marché et passer d'un océan rouge à un océan bleu dans lequel la concurrence est faible, en tout cas au début de leur développement, et où elles modifient les règles du jeu concurrentiel. C'est là tout l'enjeu politique de ces organisations, à l'instar de Amazon, Facebook ou Google, qui révolutionnent jusqu'au système politique de nos sociétés modernes.